Qui sont-ils ? Quelles sont leurs attentes et leurs enjeux dans leur statut de collaborateur ? Bienvenue dans Collaborator. L'objectif de ce podcast est de porter la voix et les attentes des collaborateurs pour permettre aux avocats et aux cabinets d'être plus en phase. Chez Neria, nous accompagnons gratuitement les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec nous, on sera ravis de pouvoir échanger. Bienvenue dans ma conversation avec Maude Boukris, avocate senior en droit de la concurrence dans l'équipe de Will Kiefer & Gallagher. Cet épisode est extrêmement riche en apprentissage et tellement rafraîchissant sur la profession. Maude nous parle du parcours à suivre pour devenir avocat en droit de la concurrence, la diversité de cette matière tant sur les enjeux que sur les missions et les interlocuteurs. Elle souligne la nécessité de suivre son instinct tant pour le choix de sa collaboration, mais aussi pour développer son réseau, s'investir dans des associations et faire évoluer sa carrière. Ce qui prime, la bienveillance et remettre l'humain au cœur des processus. Maude définit ce qu'est pour elle un bon management, comment doit être responsabilisé un avocat pour évoluer au sein du collectif. Tant d'autres sujets ont été abordés, mais je m'arrête là et je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Maude. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation dans le podcast, je suis ravie. Avant de rentrer dans le détail, première question que je pose à tout le monde, pourquoi est-ce que tu as voulu devenir avocate ? Ça n'a pas été une évidence. Je me suis un peu cherchée, je pense comme beaucoup de jeunes étudiants lycéens, intéressés par un milliard de choses. Ma voie première était d'être ingénieure en astrophysique. C'est ce à quoi j'aspirais. Malheureusement pour moi, mon niveau en maths n'était pas suffisant. Et s'est posé la question, évidemment, quoi faire si je n'arrive pas à faire ça. Alors évidemment, intéressée par mille choses, journalisme, voilà, j'ai tenté Sciences Po en candidat libre à l'époque. Mais il fallait bien s'inscrire à une fac de secours. Enfin, en tout cas, à mon époque, ça marchait encore comme ça avec admission post-bac. Et s'est posé la question, plutôt droit, plutôt médecine, voilà. Personne dans ma... Enfin, si, j'ai un oncle juge avec qui j'avais parlé, alors pas en France, mais juge avec qui j'avais parlé un peu de ce métier. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, ça a l'air intéressant, j'aime bien l'argumentaire, l'aspect, il faut parler, convaincre, des choses comme ça. Mais je suis un peu partie en fac de droit par hasard, si je puis dire. Comme beaucoup, je crois. Et ça a été une évidence. Très très vite, une évidence, très vite, et c'est ce que je dis, je pense depuis que j'ai 18 ans, je me serais jamais vue dans autre chose que ça. Ça a été vraiment des matières super intéressantes. Moi, je suis tombée amoureuse très vite du droit constitutionnel, du droit administratif, assez original par rapport à des étudiants, mais voilà, ça a juste conforté mon choix du droit. Et l'avocature, ça a toujours été quelque chose qui m'a paru aussi une évidence par l'argumentaire, et j'ai eu la chance seulement quelques semaines après mes débuts de mes études, de faire une conférence avec Jacques Vergès à l'époque. Et il faut dire que ça m'a juste ébloui. Cet homme était d'une prestance incroyable, avait une façon de raconter le métier. Au-delà de l'élégance, c'était de l'intelligence. Voilà, il avait comparé, je me rappelle, le procès à une pièce de théâtre en nous parlant de différents actes, l'incipit, comment se mettre l'opinion publique entre guillemets dans sa poche, voilà, et il nous avait raconté différentes phases de certains procès intéressants. Et c'est un des moments où je me suis dit, waouh, être avocat, c'est incroyable. Bien que le pénal n'était pas non plus mon dada, mais juste ce métier, quoi. Ce port de la robe, tout ce que ça implique. Ça m'a vraiment confirmé que j'étais au bon endroit. Donc là, première étape, tu sais que tu veux devenir avocate. Tu finis pas du tout dans le pénal. Donc bon, tu passes tes années d'études, tu finis tu fais une fac à Paris, si je dis pas de bêtises. Toute ma scolarité à Assas, ouais. Ta scolarité à Assas, du coup, tu te spécialises très vite directement dans la matière dans laquelle tu exerces aujourd'hui ? J'ai tout fait pour, oui. Alors en fait, du coup, comme je t'expliquais, j'ai été très vite séduite par tout ce qui est droit constitutionnel, droit administratif. Le privé, c'était pas trop mon truc. J'adorais le côté rigueur, entre guillemets, mais cette espèce de mécanique qu'il peut y avoir en droit administratif. Il fallait apprendre beaucoup de choses par cœur, des arrêts, des choses comme ça. Il n'y a pas de code dans ces matières-là. Et à ça, il y avait des spécialisations publiques-privées assez marquées. Et c'est en prenant une spécialisation plus publique que j'ai eu du droit européen pour la première fois, parce que ça aussi ça m'intéressait, européen, droit international, je m'étais dit pourquoi pas travailler dans des organisations internationales, des choses comme ça. Et c'est en 3e année du coup que j'ai fait plutôt droit européen, et ensuite
je me suis dit en M1, il fallait choisir entre différents masters évidemment. Et là, c'est reposé un choix, à savoir est-ce que je pars plutôt en droit, master 1 droit public ou droit européen, pour garder cette ouverture. Et pour le coup, c'était un des premiers coups de cœur que... Alors moi, je fonctionne beaucoup en coup de cœur, tu l'auras compris. Un des coups de cœur que j'ai eu en L3, c'était droit européen. Le droit international, très intéressant, mais je me suis tout de suite dit quoi faire derrière, quoi. Ça paraissait beaucoup plus flou, plus une nébuleuse. Ok, les organisations, mais bon, quand on n'a pas les bons contacts, on se dit, voilà, faut passer des concours, pas des concours. Enfin, tout ça paraissait beaucoup plus compliqué. Alors que, plus palpable le droit européen. Plus palpable en termes de métier, ce que j'ai tout de suite compris. Bon, il y a la commission, il y a les autres. Enfin, alors à l'époque, je connaissais pas encore le droit de la concurrence, mais en tout cas, en termes d'avocat pratiquant, ça me paraissait beaucoup plus concret que du droit international. Donc, je pars en droit européen, et c'est là que j'ai du droit de la concurrence pour la première fois à l'époque avec le professeur Laurent Sido, qui, voilà, ça, coup de cœur. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est un droit qui répond parfaitement à tout ce que j'ai pu aborder jusque-là, parce que le droit de la concurrence, je sais pas, ça touche à la fois du droit public, pénal, c'est de l'économie, il y a des aspects privés, il y a des aspects internationaux, européens, évidemment, et c'est un espèce de condensé de tout, qui est à la fois au cœur de sujets de consommateurs comme toi et moi qui vont acheter, je sais pas, du jus d'orange au supermarché. Il y a un aspect politique parce qu'évidemment tout ça est dirigé au niveau de la Commission européenne, sur des règles, des règlements, des directives. Et je me suis dit, en fait, c'est parfait, quoi. Et c'est super intéressant. C'est un droit récent, peut-être que des années 50, contrairement à d'autres droits. Donc c'est aussi intéressant. C'est un droit en mouvance qui est en pleine construction, contrairement au droit civil où on a un code qui date de 1800 quand même. Enfin, voilà, c'est des logiques totalement différentes, très modernes. C'est un droit au cœur de l'économie. Enfin, on le voit encore actuellement avec l'affaire Doliprane. Enfin, des choses comme ça, même si c'est plus des investissements étrangers, mais tout ça est lié. Et je me suis dit, en fait, je vais continuer là-dedans. Et à partir de là, j'ai essayé de tout faire pour me spécialiser. Donc j'ai pris un M2 orienté encore européen avec droit de la concurrence pour faire un mémoire de recherche avec Laurent Sido. Ensuite, orienter mes stages, tout ce que je pouvais faire à côté pour vraiment garder cette spécialisation très tôt. Parce que je savais ce que je voulais faire, quoi. On va revenir dans le détail au vu du cabinet dans lequel tu es, dans les matières spécifiquement et le type de dossier que tu traites. Mais justement, quand tu sais que tu veux faire ce droit-là, tu me dis je cherche directement les cabinets, que ce soit pour mes stages ou pour la suite, qui vont être orientés. Tu te rappelles comment tu t'y es pris? Parce qu'en fait, maintenant, je pense que tu connais super bien le marché, tu sais ce que chaque cabinet fait. Mais quand on sort d'école, de l'école d'avocat, mais même en fait quand on est dans des plus petites structures ou plus jeune dans sa collaboration, en fait, c'est hyper flou. On a les classements, mais à part ça, il se passe pas grand-chose, quoi. Surtout, c'est un droit... que tu peux voir en majeur comme moi quand tu fais un master droit européen, mais nous on a énormément, et je pense que dans la plupart des cabinets d'ailleurs, beaucoup d'étudiants qui n'ont pas nécessairement fait droit européen, qui viennent plutôt droit des affaires, donc ils l'ont en petite matière, qui découvrent plus ou moins. On va dire que c'est assez rare les profils comme le mien, si je puis dire, qui ont fait vraiment droit européen et ça à fond, donc il y a, j'allais dire, l'accès est même plus facilité pour eux que ça ne l'a été pour moi à l'époque. Moi, j'ai eu un peu de mal à trouver mes premiers stages. Je suis d'ailleurs passée plutôt par du droit économique d'abord, et ensuite j'ai réussi à avoir des stages comme Wilkie, là où je suis encore actuellement. Mais ça a été plus compliqué, surtout que je suis arrivée à une époque où, c'était en plein développement. Alors, je pense que maintenant c'est encore plus bouché, mais le premier stage est très dur à avoir dans cette matière, très 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 dur. Alors, je pense que par rapport à d'autres matières, c'est extrêmement difficile. Une fois que tu l'as, c'est bon. Mais j'ai eu du mal, et moi ce qui m'a aidée, donc j'avais fait ce premier master de recherche, j'ai fait un deuxième master 2 parce que je voulais pas quitter la fac, professionnel, mais parce que pour moi c'était le seul moyen d'arriver à avoir un stage, c'est-à-dire que via un master 2 pro, j'avais ce truc, il faut que je trouve un stage de 3 mois pour mes études, et certains cabinets étaient plus enclins à prendre un stagiaire plutôt que comme ça, un peu candidat libre. En tout cas à l'époque ça se faisait moins, maintenant ça se fait, pourquoi j'ai candidat libre, mais tu vois, bien sûr, sans cursus, quoi. Voilà, autour. Donc j'ai dû quand même faire un deuxième master 2 exclusivement pour ça, parce que je voyais qu'en sortant surtout de master recherche, hyper compliqué, et ça j'allais dire pour les étudiants qui font de la recherche, faut pas se dire que c'est mort pour faire des stages, c'est peut-être un peu plus dur, mais c'est possible. Ok, ouais, on va revenir. Je sais que toi tu fais passer beaucoup, maintenant tu es passé de l'autre côté à faire passer des entretiens, mais ça sera intéressant d'avoir aussi ton retour là-dessus. Donc on ne spoil rien à dire que tu as commencé ta carrière chez Wilkie. Je me demande si c'était même pas ton stage final. C'était mon stage post-EFB. Post-EFB, et donc tu y es encore, ça fait aujourd'hui 7 ans et demi, bientôt 8, ouais.
c'est rare pour le souligner, donc tu as passé plein de caps en termes de posture, en termes de volonté aussi de positionnement dans l'équipe, et puis tu as vu évoluer pas mal l'équipe. Justement, comment finalement tu te retrouves dans ce cabinet? Comment tu choisis d'y rester? Il y a eu pas mal de mouvements. Quelle a été justement ta position? Et il y a des moments où tu as dû peut-être toquer à la porte de ton associé en te disant justement que tu avais envie aussi d'évoluer sur certaines missions, certains sujets. Comment ça s'est goupillé? Le choix de ce cabinet, donc stage post-EFV, pardon, ce qui se fait aussi de plus en plus, j'ai l'impression. Alors moi à l'époque c'était moins courant, enfin à l'époque c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'était quand même moins courant. Moi l'objectif c'était vraiment d'intégrer un cabinet international. Mon stage final avait été dans un cabinet boutique droit de la concurrence pure, très intéressant, français. Et je me suis dit si c'est pas maintenant, ce sera jamais. J'avais l'impression. Après, je pense que ça dépend maintenant des structures, mais j'avais l'impression à l'époque que le switch cabinet français, cabinet international était plus dur que l'inverse. Donc, je voulais cette ligne, sans savoir, voilà. Et l'équipe droit de la concurrence de Wilkie Farr & Gallagher à l'époque m'avait été chaudement recommandée par des amis. Donc, j'avais le choix entre différents cabinets. Mon choix s'est porté sur lui par les recommandations. Et très vite, j'ai eu cette proposition de collab très tôt dans mon stage. Et j'adorais l'équipe, j'adorais les dossiers. Et je me suis sentie bien à ma place très rapidement. L'équipe a effectivement énormément évolué en 7 ans. Entre le moment où je suis arrivée, ne serait-ce qu'en stage, et le début de ma collab, il y a déjà eu un gros départ d'une partie de l'équipe. Je suis restée avec Faustine Viala, qui est toujours actuelle associée en tête, en charge de l'équipe. Et alors à l'époque, il y avait beaucoup plus d'avocats, seniors. Moi, j'étais tout bébé. Et j'ai fait mes premières armes, quoi. En fait, c'était un projet très entrepreneurial d'une certaine manière. C'était vraiment cette équipe un peu toute remodelée. Alors encore une fois, moi j'étais toute petite, mais et c'est ça la force aussi de mon associée Faustine, c'est d'avoir impliqué tout le monde de ce niveau première année au plus senior évidemment. Quand on gagne un dossier, on le gagne tous ensemble. Quand on fait du marketing, ce qui n'est pas nécessairement le dada de plein d'avocats, mais ce qui est très important, surtout quand on a son compte, nous, on l'apprend dès la première année, alors qu'on est dans une grosse structure, ce qui peut être un peu paradoxal pour certains. Et voilà, cette proposition, en tout cas, de dynamique d'équipe, de formation, parce qu'on était hyper formés à être indépendants, autonomes. Moi, j'avais toujours ce sentiment d'être plus senior que le niveau de seniorité que j'avais finalement, et c'est un peu notre marque de fabrique d'ailleurs encore maintenant. Tout ça, c'est un cocktail qui, en tout cas, moi, m'a plu et me plaît encore, qui permet une évolution individuelle dans un groupe et qui, voilà, joue sur les individualités, mais participant à l'effort collectif. Ouais, vous n'êtes pas un numéro au sein d'une équipe où il y a 40 personnes au démarrage, et puis si vous partez, en fait, on s'en rend. Quand parfois on est en vacances, c'est un peu... voilà, il y a toujours le... Non, mais c'est exactement ça. Alors aussi, ça joue beaucoup aussi avec la... Enfin, moi, alors, c'est peut-être un luxe, mais je pense que c'est très important pour la santé mentale aussi de bien choisir son environnement. Et quand tu as un environnement qui te convient, pour répondre un peu au point que tu disais, ça fait longtemps que je suis au même endroit, quand on a un environnement qui convient avec une bonne dynamique, dans l'absolu, il n'y a pas de raison particulière de se dire... je cherche ailleurs, quoi. Mais il y a quelque chose que tu dis et qui est intéressant, c'est dès le départ, tu as eu l'impression d'avoir un niveau de seniorité qui est plus important que celui que tu avais sur le papier. Donc comment on réussit, alors c'est très personnel, mais à te motiver? Parce qu'en fait, c'est toujours pareil, on a plus de responsabilités, on en veut plus, on veut changer un petit peu de casquette, on veut peut-être commencer à former, à avoir une évolution sur sa rétro, enfin il y a plein de choses qui peuvent jouer. Donc j'imagine qu'en 7 ans, tu en as eu des moments où tu avais envie d'évoluer, où tu étais peut-être un peu frustré ou quoi, mais voilà, comment on va le demander? Qu'est-ce qu'on demande, si tu te rappelles, je sais pas moi, à 3 ans d'expérience, et qu'est-ce qu'on va demander à 6 ou 7 ans? Comment tu t'es positionnée? En fait, bizarrement, les choses sont faites assez naturellement. J'ai pas eu ce sentiment de voir... Mais je pense que ça va aussi avec une confiance mutuelle et du bon management d'une certaine manière, parce que... on sait plus où... Alors non, en fait, on sait pas nécessairement où on doit se situer, mais c'est aussi ce que l'autre te demande de faire. Tu le sens aussi au bout d'un moment, si tu galères un peu sur un sujet, si tu le maîtrises, toujours cette phase d'apprentissage. Et je pense que la force, et en tout cas moi ce que maintenant j'essaie de faire à mon niveau entre guillemets de management, c'est aussi de savoir quoi demander à l'année où est la personne. C'est-à-dire qu'on va pas il y a des exigences qui évoluent chaque année.
À la fin de l'année, on a ces entretiens annuels qui sont très utiles aussi pour savoir en gros le niveau acquis au cours de l'année et ce qu'on attend de la personne l'année d'après. Donc il y a quand même des objectifs qui sont mis à minima, donc, qui nous permettent de nous situer. Et moi, la progression s'est faite assez naturellement. Après, je pense qu'en tant qu'avocat dans de grosses structures, tu sais que les 3 premières années, si je puis dire, là, tu es là pour acquérir un max de connaissances et consolider, et tu fais, entre guillemets, la petite main, mais je m'entends, hein, la petite main dans le dossier. C'est toi qui vas quand même avoir beaucoup de certains travaux à faire. Tu es moins dans la stratégie du dossier, mais ce qui est normal. Quand tu es middle, 4-6 ans, là, tu es pas mal chargé en termes de plein de doses, mais c'est aussi bête, mais aussi il y a la progression de combien tu coûtes pour un client qui est importante. Tu vas pas travailler de la même manière quand tu es super senior, tu coûtes très cher, et quand tu es junior. Donc c'est aussi modulo le dossier, la complexité du dossier, comment tu es mis dessus. Ouais, la rentabilité que tu vas avoir aussi en tant que prestataire. Exactement. Et ça, c'est toute une conscience que beaucoup de collaborateurs n'ont pas, je pense, quand ils travaillent. Nous, on l'a parce qu'on sait comment ça facture, on sait ce qui se passe. Donc tout ça permet aussi de ne pas créer de frustration d'une certaine manière, parce que tu sais pertinemment que si tu fais pas quelque chose sur un dossier que ton collègue fait, c'est parce que peut-être qu'il est plus jeune, parce qu'il coûte moins cher, parce que lui, il va rentabiliser sur ça, mais toi, tu vas être sollicité sur un autre niveau d'expertise, et au fur et à mesure, ton niveau d'expertise augmente, diffère, et on n'attend pas la même chose de toi. Là, en 7e année, tu es beaucoup plus sur des aspects stratégiques, alors évidemment rédactionnels, mais je vais moins faire de la petite recherche, mais ce qui est normal. Mais en fait, ce que tu as dit est très juste, c'est d'avoir vraiment être 100% transparent en fait sur ta rentabilité, mais au-delà de ça, ton intérêt, quel est ton rôle dans le dossier ou non. Et tu as un petit peu anticipé ma question sur qu'est-ce que tu appellerais toi du bon management, que ce soit justement du côté de quelqu'un de plus senior que toi, donc ton associé, mais aussi peut-être des choses que tu as pu retranscrire qui ont été bien faites avec toi, mais auprès des plus jeunes, donc collaborateurs ou stagiaires, ou des choses qui n'ont pas été faites avec toi, et tu te dis, j'aurais bien aimé. Et donc ça, pour le coup, j'essaie de faire en sorte de l'appliquer avec les plus juniors avec moi. Tu vois, je sais pas, mais tu parlais des points annuels. Il y en a peut-être d'autres plus réguliers. Je pense que c'est un truc qui est ultra important. Complètement. Et c'est extrêmement dur parce que quand tu es avocat, tu ne n'es pas manager, ce que je dis souvent. Dans nos études de droit, à aucun moment, on apprend à faire du management humain, et Dieu sait que l'humain est au cœur de notre activité. Et ça, je pense que beaucoup d'avocats le minimisent. Parce que, et ça j'en parle beaucoup, alors j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est RH, mais ça aide parce que c'est aussi comment savoir, en fait une personne est là, alors un plus junior est là, que ce soit stagiaire, junior, middle ou quoi, il est là pour aider sur le dossier mais aussi pour apprendre, et il faut savoir tirer le meilleur de la personne, enfin c'est du donnant-donnant, plus ça se passe très bien pour cette personne, plus ça t'aidera, et plus c'est un cercle vertueux si je puis dire. Et ça, tu vois, tu me parlais tout à l'heure de moments de transition dans la carrière. Ça a été le plus gros moment switch d'évolution, de passer de simplement collaborateur producteur, en fait. Producteur, exactement. J'aime pas le mot exécutant, mais voilà. À manager. Et pas simplement de stagiaire, aussi de junior sur tes dossiers. Donc tu dois faire le fond. Tu dois gérer quelqu'un, le former, tirer le meilleur de lui-même, lui apprendre, ne pas le faire dégoûter du métier accessoirement. Et ça, c'est extrêmement dur. Et bon, j'apprends au quotidien. Évidemment, comme moi, j'ai eu une bonne expérience, j'essaie de la reproduire au maximum. Les défauts que je peux avoir, de ne pas les projeter sur la personne, de se contrôler aussi, de se maîtriser. Et de faire des feedbacks tout le temps, même s'il y a des périodes de rush. Moi, ça m'est arrivé de faire des retours 3 semaines après sur un dossier, mais je m'impose de le faire. Parce que la progression est trop importante pour la personne, même si à la fin elle se rend compte que c'est pas fait pour elle, ou que je me rends compte qu'en termes de méthodo, ça va pas fonctionner, par exemple avec un stagiaire, où on se dit ça va pas fitter avec l'équipe, mais quand même que cette personne reparte de chez nous en se disant moi j'ai appris quand même à progresser sur tel point, sur tel point, sur tel point, et ça c'est hyper important. C'est hyper important, je complète sur ce que moi je vois, mais c'est important pour l'esprit global de l'équipe, parce que tu peux pas tout faire, et forcément quelqu'un de moins formé que toi, il le fera pas exactement comme toi tu veux, jamais, et en fait il faut pas s'attendre à ça. Et la deuxième chose, même des gens qui vont en partir et vous savez que c'est pas adapté à votre équipe, c'est un peu l'image et la vitrine de l'équipe derrière, qui reste ou non, hein. Complètement, mais c'est exactement ça, c'est super important. Et j'allais dire, une des autres raisons pour lesquelles aussi j'aime autant mon équipe et l'environnement dans lequel je suis, c'est qu'il y a aussi cette bienveillance.
tout court en fait. Oui, ok, c'est du travail et on est là pour travailler, mais dans un environnement sain, bienveillant, encore une fois, pour apprendre. Bon, alors le but à la fin, c'est d'avoir un produit bien rendu pour le client, c'est ça qui compte. Mais dans des bonnes conditions pour tous, qu'à la fin tout le monde soit content. Alors évidemment, comme tu dis, c'est la vitrine du cabinet, mais aussi en tant qu'humain. Et c'est ça la force de cette équipe, c'est que chacun, c'est pas une bienveillance fictive, quoi. C'est vraiment de se dire juste à la fin, enfin c'est un peu bête, mais ça reste un job, on sauve pas des vies non plus, hein, je veux dire. Puis être content de venir le matin, quoi. Et c'est ça, et il faut un peu dédramatiser aussi le contexte dans lequel on est. On reste des humains avant tout, on travaille ensemble en tant qu'humains, donc c'est pour ça que je dis, l'humain s'oublie beaucoup, surtout dans le milieu du droit des affaires, mais c'est le cœur de tout, quoi. Et c'est dans ces conditions qu'on travaille le mieux et qu'on sort le plus. Je trouve des choses. On est hyper productif. Il y a tellement ce côté. On va se battre les uns avec les autres pour un but commun qui est satisfaire le client d'une certaine manière. Mais ça motive les troupes, quoi. Je sais que vous avez un rythme intense dans toutes les matières du droit des affaires, mais notamment dans la vôtre. J'en parlais tout à l'heure. On parlait de ta spécialité. C'est qui les clients avec lesquels vous traitez? C'est quoi le type de dossier concrètement en droit de la concurrence pour justement avoir cette exigence en termes de rendu, en termes de rythme et pas pouvoir d'une façon ou d'une autre cadrer ça dans un temps, dans une journée que les non-avocats diraient normale? Droit de la concurrence, bon, alors nos clients, c'est des entreprises, hein, voilà, tout simplement. Ce n'est pas un individuel, donc ça change pas mal en termes d'émotions humaines aussi. Voilà. Et en termes d'exigence, du coup, on suit un rythme très intense lié au droit des affaires, indubitablement. Alors, il y a différents pans en droit de la concurrence. Hein. L'un des pans principaux dans lesquels moi je peux travailler et le type de structure dans laquelle je peux travailler, c'est ce qu'on appelle le contrôle des concentrations, qui est la demande d'autorisation administrative auprès d'autorités de la concurrence, type Commission européenne, type autorité de la concurrence française, dans le cadre d'achat ou de vente d'entreprises. Et alors là, et après, il y a d'autres pans plus rythmés, de rythmes différents qui sont contentieux, mais sur ce pan particulier qui est une grosse partie de mon activité, le rythme suit le rythme du droit des affaires. Donc une entreprise va être là pour faire une opération. Clairement, le droit qu'on applique est là pour les embêter, parce que ça les empêche de faire leur opération le plus vite possible. Donc, on va être là pour aller le plus vite possible, pour les aider. L'idée, à la fin, c'est d'aider l'entreprise à grandir, à grossir, à se développer, à acheter une entreprise, à peut-être sauver des emplois en rachetant une autre entreprise. Dans le cadre de procédures collectives, parfois, il faut quand même demander une autorisation administrative. Donc, il y a un intérêt économique majeur à cette activité, mais une temporalité qui fait que tu dois aller très vite parce que tu ne dois pas non plus être là pour handicaper ton client dans cette volonté de faire son opération, quoi. Or, qui dit autorisation administrative dit délai de revue par ces instances. Et donc, c'est là où nous, en tant qu'avocats, évidemment, il y a des délais incompressibles de ces autorités, mais on doit tout faire autour pour aller le plus vite possible, pour répondre aux exigences du client. Et donc, si c'est samedi soir... c'est samedi soir, quoi. Non, mais voilà, parfois il y a des négociations qui se passent dans le week-end. Après, moi, je suis en plus dans une structure américaine, donc on a beaucoup de dossiers qui viennent des US, ce qui fait qu'évidemment, le décalage horaire, on a pas mal de dossiers à l'international, que ça peut être aux États-Unis, actuellement, en Amérique latine, en Chine, au Japon, peu importe, ce qui rend la chose hyper intéressante, mais parfois plus compliqué en termes de décalage horaire. Nous, notre journée se finit, c'est le jour ailleurs, du coup, on travaille le soir, pour qu'eux aient des choses, le matin très tôt pour qu'eux aient des choses en début d'après-midi. Ouais, il se passe des choses même quand vous n'êtes pas là, quoi. La journée, quoi. Okay. Donc ça joue aussi sur cette temporalité et cette exigence, surtout que beaucoup d'entreprises, parfois, alors il y en a qui sont très très habitués au droit de la concurrence, d'autres un peu moins, donc il y a aussi toute cette pédagogie à avoir parce qu'ils nous voient juste comme une nuisance, quoi, si je peux résumer. Ça, c'est un des gros pans. Après, évidemment, il y a tous les aspects contentieux, ce qu'on appelle des pratiques anticoncurrentielles. Bon, voilà, c'est où... par exemple, les affaires Google, Facebook, tout ça, les grosses affaires, ça c'est le droit de la concurrence. Les temporalités sont un peu différentes dans tout ce qui est contentieux, parce que c'est au niveau du tribunal, c'est des conclusions, donc c'est un peu plus lent par rapport à ces aspects pur business. Donc c'est pas exactement la même attitude à avoir vis-à-vis de ses clients, mais ce qui rend encore plus la chose intéressante parce qu'on a une variété de sujets, de secteurs et de sujets qui fait que tu dois te mettre dans la peau un peu du conseil, tout en restant avocat, parce qu'il ne faut pas non plus devenir qu'un business partner, mais tu es un business partner quand même, quoi. Tu dois accompagner l'entreprise pour sa réussite sur le marché.
Après, tu vas avoir des aspects beaucoup plus contentieux où là, tu es plus dans l'avocat défense pur, où on va être un peu plus sur des principes établis, plus clairs. Et donc, c'est un peu à géométrie variable le boulot, quoi. Donc, tu t'adaptes, tu donnes des... Voilà, tu t'agis pas de la même manière et la temporalité n'est pas la même non plus. Il n'y a pas deux journées qui se ressemblent, quoi. C'est ce que j'adore. Et c'est pour ça que j'adore ce droit et que j'adore ce type d'activité parce qu'il n'y a pas, comme tu dis, une journée qui se ressemble. Très clair. En tant qu'avocat senior, quoi, 7 ans d'expérience, on est bien établi. On disait que le métier évoluait, que le rôle aussi. Est-ce que tu as senti un moment de bascule sur justement ton appétence et la volonté aussi de ton associé à aller chercher des clients, parce que c'est des grosses entreprises, donc on sait que c'est moins évident que d'aller chercher un individuel. Est-ce que justement ton rôle là-dessus a changé? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu es beaucoup plus responsabilisé sur le chiffre d'affaires à aller chercher pour ton équipe? Alors non, parce que ce type de structure fait que t'as pas à avoir cette responsabilité, et tant mieux parce que parce que il y a déjà beaucoup de choses à maîtriser déjà en 7e année. Mais alors 2 choses. Premièrement, il y a indirectement, comme je disais tout à l'heure, le propre de notre équipe qui fait que quand on va gagner des dossiers, on les fait pour l'équipe. Donc il y a cette conscience quand même de ce qu'on a ramené, ce que ça peut ramener à l'équipe. Et ce qui est cool parce que ça nous met dans un mindset aussi pour plus tard, ça nous forme, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'encore une fois, Faustine a toujours voulu faire dans notre équipe et je pense qu'il est très très important. Et deuxièmement, oui, de fait, plus tu évolues, plus tu dis comment t'apprends. Enfin, c'est même pas tant dans une démarche, je le fais maintenant, mais pas dans une démarche je vais ramener un client, parce que évidemment, je suis beaucoup trop jeune, c'est pas un droit qui fonctionne comme ça, mais simplement se mettre dans une démarche de comment t'apprends à faire du réseau, comment t'apprends à te positionner par rapport à quelqu'un, à vendre ta pratique, à te présenter, à tout simplement faire des connexions et pour demain chercher justement ce vivier de clients potentiellement sur le marché. Et parce que tu t'inventes, pareil, comme tu t'inventes pas manager, tu t'inventes pas commercial avec ton business plan, tout est établi, et puis les clients tombent du ciel. Donc c'est cette phase d'apprentissage, j'allais dire, où il y a ce déclic arrivé à un moment donné de seniorité, parce que après, et ça c'est aussi bien dans nos structures, en tout cas, nous on a des gens qui viennent parfois nous expliquer comment faire un réseau, prendre conscience que ça se travaille, que c'est pas plus tard qu'il faut se dire, déjà, parfois en 7e année on se dit que c'est déjà tard, mais je pense qu'il y a de plus en plus de prise de conscience que ça commence tôt, et c'est là je suis un peu dans la phase comment je m'y prends, quoi. Donc j'apprends, j'explore. Ça, tu testes un petit peu et aussi voir sa zone de confort ou pas. Et c'est aussi un moyen de savoir est-ce qu'en fait c'est possible de continuer là-dedans ou pas, parce que je pense qu'il y a des gens qui se rendent compte que jamais, enfin moi j'ai des potes qui m'ont dit mais jamais de la vie en fait je me sens à l'aise à aller voir des gens, à leur parler, à me vendre, et clairement je me rends compte qu'associer c'est pas fait pour moi, tu vois. Il y a des gens qui se sont rendus compte de ça parce qu'ils sont arrivés à un certain niveau de seniorité où ils se sont dit peut-être que je me force un peu, et c'est l'exercice impossible pour eux de... Il faut avoir une lucidité là-dessus aussi. C'est quoi le meilleur conseil jusqu'à aujourd'hui qu'on t'a donné justement sur le côté développement de réseau ou de clientèle, même si c'est un peu tôt pour les mettre en application? Tout le monde peut être un client potentiel. C'est tout le monde, voilà. Même le voisin, l'ami, le cousin à qui on n'a pas parlé depuis 2 mois, peut-être un client potentiel. Et c'est vrai qu'une fois que tu as ça en tête, alors c'est un peu réel, mais du coup, tout le monde, tu changes de regard sur tout le monde, c'est la potentialité, avec cette petite sonnette dans la tête. Moi, je trouve ça assez marrant à titre personnel. Moi, je trouve ça, il y a un côté amusant, parce que j'aime aussi le contact social et c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais je pense qu'il faut avoir quand même cette appétence à minima. Moi je pense pour vraiment pouvoir s'engager à fond là-dedans, parce que juste se dire faut le faire pour le faire, c'est quand même fatigant d'aller à des événements, de rencontrer des gens, de savoir se présenter, donc voilà. Et tout le monde peut apprendre en tout cas, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que tout le monde peut apprendre, c'est pas le plus compliqué de la terre, c'est juste il faut oser se lancer. Eh ben, on va voir ce que ça donne, mais j'aime bien la phrase retenue. Je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que, au-delà, du coup, on en parlait. Je sais que tu es dans pas mal de réseaux à côté de ton métier pur d'avocat. Est-ce que justement, tu penses que ça a une importance, et quelle est-elle, de se mettre dans des associations, en fait, de sortir un peu la tête de son cabinet d'avocat? Est-ce qu'il y a une temporalité pareil pour le faire? Quel est l'intérêt d'aller dans des réseaux ou des associations à côté de son métier, et comment on fait justement pour se libérer un peu de temps? Comment on priorise, quoi? C'est une très bonne question. Je pense que
Alors moi, j'aime pas dire qu'il y a des choses à faire. Rien n'est établi. Faut aussi aller avec son appétence pour les choses. Il y en a, ce seront des avocats qui adoreront être derrière les bouquins, pas parler à des gens et qui seront des très bons techniciens. Et ça, enfin voilà, faut pas plus. Il y en a d'autres qui adorent le contact social. Moi, je pense que je suis plutôt dans cette catégorie. Et après, pareil, il y a différents types de gens qui recherchent pas la même chose dans les associations. Il y en a qui vont vraiment venir pour faire du réseau, pour rencontrer des gens, et c'est vraiment très, très fermé, en mode je viens pour toujours avec cette potentialité du client et dans le réseau. Moi, c'est pas du tout mon approche. J'ai ce côté peut-être très optimiste et très, très bisounours, qui est aussi militer aussi d'une certaine manière pour quelque chose, quoi. Après, je suis dans beaucoup d'associations. Alors, il y a du pur droit de la concurrence mixte, il y a des associations plus femmes droit de la concurrence, et pareil, comme je disais tout à l'heure, dans mes dossiers, je suis à géométrie variable. Bah, pareil, dans mes approches associatives, je suis à géométrie variable. Il y en a certaines, ce que je vais rechercher, c'est les expertises. Donc, je vais faire des groupes de travail. Association de droit de la concurrence pure, où je vais rencontrer des gens, donc on va échanger sur la pratique, ce qui m'apporte quelque chose. Pour la faire évoluer, pour rendre des rapports, des analyses avec des associations, soumission d'avis à la Commission européenne, à l'autorité de la concurrence. Donc c'est cette volonté de faire évoluer le droit. Il y a d'autres associations, ce que je vais rechercher, ou en tout cas ce pourquoi j'y suis, c'est effectivement faire du réseau, mais un réseau plutôt féminin, pour ce côté sororité, se serrer les coudes, échanger, voir ce qui se passe ailleurs. Ça permet de sortir le nez de ces dossiers et connaître un peu la pratique du marché, comment ça se passe en entreprise, comment ça se passe en autorité. Et puis aussi, ces gens-là, finalement, tu te rends compte que tu les croises toujours plus ou moins sur un dossier. Le monde du droit de la concurrence est hyper petit. Enfin, les gens que tu rencontres en autorité, ils seront demain en entreprise, ou les avocats aujourd'hui seront demain en entreprise. Alors, indépendamment du côté client, c'est aussi des gens avec qui tu peux travailler pour diverses raisons. Et ça, quand tu le comprends aussi, ça motive à rencontrer des gens, parce qu'en fait, on a le même âge, c'est super sympa, et puis c'est quand même plus cool quand tu connais la personne quand tu l'as au téléphone que quand tu la connais pas du tout. Et donc voilà, donc c'est différentes approches sur les associations qui permettent de sortir un peu de ces dossiers. Maintenant, comment se dégager du temps ? Alors franchement... La question à 10 000. Voilà, non. C'est du coup assez intense, pour être honnête. Enfin, moi, j'en fais plusieurs. Et ça demande une organisation, ça demande parfois à se forcer quand t'es très fatigué, que t'as pas nécessairement envie, mais tu te dis bon allez, parce qu'à la fin tu fais toujours une rencontre trop cool qui te permet de rencontrer telle personne, mais faut y aller petit à petit, quoi. Je veux dire, faut pas être super ambitieux. On a un travail qui demande beaucoup, faut faire comme on en a envie. Je pense pas qu'il y ait d'obligation, et j'aime pas moi encore une fois me dire qu'il y a un chemin tout tracé et qu'il faut absolument. Je pense que si la personne est intéressée, elle y va. Si elle y va pas, elle peut très bien faire une super carrière sans. Maintenant, moi j'aime bien ce côté, promouvoir certaines choses, aussi pour les plus jeunes. Et dans des forums comme ça, c'est plus simple quand même que tout seul dans son petit coin. Je vais rebondir sur le côté féminin pour le métier, etc. Je veux juste ajouter quelque chose et tu me dis si tu es d'accord avec moi ou non. Je vois la surenchère justement de diplômes, par exemple, pour rejoindre la profession. Il faut un LLM en plus de 12 diplômes en Master 2, etc. Parce que sans ça, on se dit on peut pas rentrer dans tel cabinet, etc. Alors c'est vrai, enfin moi je le vois, parfois il faut nécessairement, c'est un prérequis, mais j'ai envie aussi de rassurer certaines personnes à dire que c'est pas grave et il y a un chemin effectivement pour tout le monde, et même sans ça, si vous avez la niaque ou si vous avez envie, vous ferez une rencontre, un moment qui va faire en sorte que vous vous retrouvez à tel endroit. Enfin voilà, c'est un peu l'effet papillon aussi. Et je le vois, les personnes qui cherchent des stages 2 ans avant, etc. Il y a de la place pour tout le monde. Ça peut être plus ou moins compliqué, mais il y a de la place pour tout le monde. Je ne sais pas si tu partages l'avis ou pas du tout. Alors complètement. non, complètement. Je suis totalement en ligne avec ce que tu dis. Je sais que c'est pas l'avis majoritaire, je ne sais pas, mais en tout cas c'est pas l'avis de tout le monde. Pareil. Et ça c'est... je vais développer, mais je reviens sur la même chose. C'est aussi important pour le candidat, même si c'est compliqué à faire entendre, d'aussi choisir son environnement. C'est-à-dire qu'ils vont parfois se présenter devant des personnes qui vont leur dire c'est l'LM ou rien, c'est double diplôme ou rien, etc. Moi, à titre personnel, et en tout cas, dans la valorisation de ce que je veux voir, évidemment, quand on va prendre quelqu'un en stage, par exemple, il faut un minima, une connaissance du droit de la concurrence, et tout dépend aussi du niveau auquel on recrute. Le stagiaire, c'est stage final ou stage découverte, il n'y a pas avoir les mêmes exigences. Maintenant, le côté, la course au diplôme pour se différencier, j'y crois pas du tout, parce qu'on a pu avoir des candidats avec des milliers de diplômes et le niveau n'était pas mieux que quelqu'un qui en avait moins, entre guillemets, LLM ou école de co ou quelque chose comme ça. Je suis
Alors LLM, ce qui est l'avantage effectivement, c'est sur le côté anglais, ça donne une assurance, une garantie. Le LLM Collège de Bruges en droit de la concurrence est hyper célèbre et c'est vrai que c'est des cours d'excellence. Moi par exemple, le double diplôme école de commerce, je vois sincèrement pas ce que ça apporte dans la pratique du quotidien, mais encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Moi j'aime à dire oui, il y a de la place pour tous parce que même moi, enfin voilà, comme je te disais au début, j'ai eu du mal à avoir ce premier stage. D'une certaine manière, j'ai un parcours hyper spécialisé, mais je n'ai pas fait de LLM, je n'ai pas fait de... Et justement, c'était un peu mon choix de vraiment me spécialiser et d'y aller. Et j'ai un peu un esprit de contradiction sur ça. C'est que j'ai voulu me prouver à moi-même que je pouvais aller dans ce quoi je voulais aller sans avoir à écouter ceux qui me disaient « il faut absolument faire un LLM, sinon tu n'arriveras pas ». Parce que j'ai eu ça de certains cabinets. C'est impossible, vous ne serez jamais en cabinet américain si vous ne faites pas un LLM. Bon, bah... Le problème, c'est que je suis tout à fait d'accord avec toi, mais on n'est pas l'avis majoritaire. Je pense que en fait, ça transparaît de la personne quand elle a réellement envie de quelque chose. Et si le cabinet ou telle entreprise le prend pas, c'est que ça devait arriver pour une raison. Exactement. Après, oui, il y en a qui seront arc-boutés sur ces exigences-là. Maintenant, en réalité, je pense que si on arrivait à un point où il y a tellement cette course à l'échalote, parce que vraiment j'appelle ça la course à l'échalote, je pense que beaucoup d'avocats aussi se rendent compte que ça veut plus rien dire. Enfin, il y a un peu une normalisation des CV. Je pense que ce qui va être important, c'est aussi ce qui se passe pendant l'entretien. Les gens qui ont des longues lignes et qui sont pas trop capables de parler du sujet ou qui parlent d'une manière un peu abstraite, abscon, enfin des choses comme ça. Voilà. Donc oui, c'est possible. Parfois, ça va être plus dur. Faut pas se désespérer parce qu'il y aura toujours un moyen d'y arriver. Voilà, n'importe lequel, même si après c'est peut-être passé par la case Bruxelles, un autre pays, explorer autre chose. Mais faut pas s'obliger à faire quelque chose, surtout pas des études qui coûtent cher quand même. Enfin, on parle de diplôme payant, hein, pas de la fac publique. Donc voilà. J'ai un dernier point, et ça revient justement sur le sujet sororité que je voulais aborder avec toi. On le voit, je le vois au quotidien aussi dans les échanges, on a encore beaucoup moins d'associés et eux que d'associés et. On a pas mal de femmes qui partent de la profession, alors pas que, hein, mais beaucoup encore de femmes. Il y a un certain plafond de verre qui opère pour diverses raisons. Est-ce que toi, en tant que femme justement avocate, tu vis par exemple des négociations avec des associés un peu différentes que si tu étais un homme? Est-ce que tu sens justement que y a besoin aujourd'hui de certaines associations féminines? Est-ce que je sais que tu as eu du coup récemment un prix, alors tu me rappelleras le nom, mais qui mettait aussi en avant le fait que tu étais une femme avocate. Est-ce que toutes ces choses pour toi elles sont nécessaires? Est-ce que tu vois une vraie différence et comment, j'aime pas trop ce mot-là, mais on se bat justement pour réussir à revenir à un niveau d'équilibre? Si, c'est super important et on en parlait déjà un peu. C'est essentiel parce que voilà, ce constat est là. Il y a beaucoup d'étudianteux, beaucoup de première année, beaucoup de middle et au bout d'un moment, ça s'essouffle un peu. Alors, est-ce qu'il y a un lien de causalité directe avec la maternité ou pas? Bon, ça, j'en sais rien. Finalement, c'est pas tant le sujet. C'est juste qu'il y a un constat qui est qu'effectivement, en tout cas, je parle droit des affaires. Hein, les autres matières, je pense que c'est différent et toutes ne sont pas les mêmes. Dans le milieu droit des affaires, en ce compris droit de la concurrence, il y a des femmes, bien heureusement, mais c'est vrai que c'est un environnement qui reste majoritairement masculin quand même. Donc, oui, ces contextes de sororité, d'association sont utiles parce que ça donne des clés, des clés de lecture, des outils d'expérience aussi, comment cette personne a vécu, par exemple, voilà, son retour de congé maternité ou pas, comment elle arrive à assumer. Mais ça va, c'est un sujet sociétal beaucoup plus large, mais auquel on est impacté directement parce que c'est encore une fois un travail qui est très, très, très exigeant en termes d'horaire, en termes d'implication. Alors c'est possible, hein, moi j'ai une associée femme, donc ce qui est un très très bon exemple, et je pense que du coup c'est pour ça que je subis pas au quotidien des discours ou des choses comme ça, parce que j'ai une associée femme qui a 2 enfants et qui a un excellent exemple de oui c'est possible, alors au prix d'une vie intense quand même, parce que quand t'es associé, t'es associé, hein, voilà, mais c'est totalement possible d'être équilibré, d'être bien dans ses bottes, d'être une bonne manageuse et d'arriver. Donc encore une fois, moi j'ai de la chance pour ça, j'ai un super exemple, et c'est ça qui me donne envie aussi de le partager à d'autres qui n'ont pas nécessairement, parce que moi à chaque fois j'entends mais toi t'as trop de la chance, t'as une femme associée, et ces contextes de sororité, c'est aussi pour dire ouais, on est des femmes, on veut monter et c'est possible, c'est pas parce que voilà, on a des enfants ou d'ailleurs on n'a pas d'enfants ou peu importe,
on peut avoir des postes à responsabilité. Et je pense que c'est très important d'en avoir parce que cet équilibre, alors je vais pas faire encore une fois du discours genré de les hommes c'est comme ça, les femmes c'est comme ça, mais on a des approches différentes c'est enrichissant les uns pour les autres, quoi. C'est des approches différentes de management aussi, de traitement des autres, d'appréhension de certaines situations. Et pour moi ça passe par là parce qu'encore une fois tout seul dans son coin je suis pas sûre que ça marche, quoi. Nous, on le voit, même à l'échelle du cabinet, les initiatives qui sont faites, tous les comités, les choses comme ça change les mentalités à force. Et puis bon, les gens, alors, les vieux vieillissent, les plus jeunes arrivent, donc ça bouleverse tout ça et ça aide inconsidérablement, quoi. On continue un petit peu dans ce chemin-là et est-ce que du coup tu t'es sentie parfois sur des négos, ce genre de choses, une posture où le côté que tu sois une avocate était un handicap entre guillemets, ou en tout cas était un sujet, ou juste parce que tu étais plutôt jeune et donc en fait c'est plutôt ta jeunesse qui jouait, ou en fait tu ne sais pas préjuger de... J'ai déjà senti, alors moi j'ai aussi des collègues qui ont déjà eu cette appréhension où t'arrives, on te prend un peu pour la stagiaire, alors est-ce que c'est parce que t'es jeune, mais parce que t'es une femme aussi, je pense. Moi je me suis déjà retrouvée sur des négos avec 4 ou 5 hommes en face, et je sais pertinemment qu'ils se permettent parfois des remarques qu'ils ne feraient pas avec des hommes jeunes, donc ça c'est totalement existant, ouais complètement. Et c'est parfois perturbant parce que tu te dis, bon, bah, j'ai fait le même nombre d'études, j'ai fait exactement la même chose. Et ouais, ça, c'est assez dur parfois à devoir gérer parce que tu trouves ça injuste, absolument injuste. Et en même temps, bon, ce qui est rassurant, c'est que c'est pas des gens non plus jeunes. Donc j'aime à me dire que les mentalités évoluent, comme je viens de le dire, et j'ose espérer, même si parfois je vois des jeunes avocats hommes un peu reproduire les codes sociaux dans lesquels ils ont baigné. Mais oui, ça arrive. Et alors, quand tu es associé, tu t'es confronté à des situations parfois infantilisantes. Et encore une fois, ces personnes-là ne se permettraient pas avec un homme. Ça, c'est une certitude. Donc oui, il y a une... triple difficulté, c'est-à-dire que tu vas être femme, tu peux être maman, tu peux être du coup associée tout en même temps, et le traitement n'est pas exactement le même que si t'es homme associé, bon alors papa accessoirement, mais on sait que c'est pas la même chose, tu vois. Donc ça c'est un des gros enjeux quand t'es une femme milieu d'affaires et que tu veux continuer associée. Je pense que c'est un gros enjeu, ouais. Justement, comment tu te projettes, petit mot de la fin, comment tu te vois évoluer? Je mets pas de temporalité parce que ça fait un peu peur, mais comment tu te vois Écoute, continuer dans ce métier, voilà, objectif comme ça, l'associé, on va dire le parcours classique. Mais moi, je suis assez décidée, voilà, mon choix est fait, donc je fais tout pour me donner les moyens, comme je disais, les réseaux, les choses comme ça, mais parce que j'ai longuement réfléchi à ce que je voulais et je suis pas trop là par hasard. Donc ça a un peu dicté toute ma scolarité. Je crois que je continue à l'âge adulte et dans le métier. Et je m'en donne les moyens, et jusqu'à ce qu'un jour je me dise j'en ai marre, et voilà. Mais en tout cas, c'est pas d'actualité. En tout cas, on entend ta détermination. Eh ben, ravie. Merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt. C'est la fin de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez découvrir nos contenus, podcasts et articles directement sur le site www.neria-recrutement.fr. Et si certains sujets vous intéressent particulièrement ou que vous souhaitez entendre certains avocats en priorité, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. À très vite.